C'est enfin les vacances dans 2 jours. Les vacances avec lesquelles je vous embête depuis le début. Je les attendais avec impatience parce qu'on avait prévu depuis longtemps avec les garçons d'aller camper. On camperait un jour ou deux, puis Abdelaziz et moi irions rendre visite à nos familles pour le reste des vacances. Khalid et Mehdi, habitant cette ville même, retourneront juste chez eux. En attendant, je passe ces 2 jours chez Khalid, car il m'a dit que si avec tout ça je ne voulais toujours pas croire que la maison était hantée, je devrais rester chez lui. En plus, il a une grande maison, et j'aurai une chambre pour moi tout seul. Il compte même m'héberger le temps de résoudre tout ce mystère. Le père de Khalid est vraiment très riche. C'est pas une villa dans laquelle ils vivent, mais quasiment un château. Mais certains savent mieux éduquer leurs enfants que d'autres. La veille des vacances, on s'est tous retrouvés chez Khalid pour préparer le voyage. On avait déjà décidé qu'on irait quelque part au bord de la mer, car la ville où nous sommes est très très chaude, été comme hiver. Peut-être avez-vous même deviné de quelle ville du Maroc il s'agit. Les garçons, il faut que je passe à ma chambre chez le vieux pour récupérer les affaires qu'il me manque. Ok, bah tu sais quoi, on va t'accompagner jusque là-bas. Et on ira au supermarché à côté pour acheter ce qu'il nous faut en attendant que tu finisses. C'est donc ce que nous faisons. Mais arrivé devant la porte, je vois le gardien de la rue debout avec une femme. Je me suis dit qu'elle devait habiter par là et qu'ils discutaient normalement. Donc je passe derrière eux pour ouvrir le portail de la villa. Mais à ma surprise, le portail est ouvert, ce qui est inhabituel, car je le ferme toujours derrière moi et le vieillard aussi. Je me tourne donc vers le gardien pour lui demander s'il sait quelque chose. Mais je remarque que la femme avec lui me regarde avec colère et mépris. Il me dit qu'il ne sait rien, puis ils s'éloignent tous les deux. Bon, j'entre récupérer mes affaires en espérant croiser le propriétaire, histoire de le prévenir que je partais en vacances, par simple politesse. Mais malheureusement, je ne l'ai pas vu. Les garçons sont repassés me chercher, puis on a déposé Abdelaziz à l'internat, Mehdi chez lui, puis Khalid et moi sommes rentrés. On doit dormir tôt, car on aimerait prendre la route demain matin. Le lendemain, Khalid et moi nous réveillons au petit matin pour être prêts le plus tôt possible. On appelle Abdelaziz qui est prêt lui aussi. Et puis on appelle Mehdi. On appelle et on appelle, mais rien. On savait pertinemment que Mehdi et se lever tôt étaient incompatibles. Mais on s'était juste menti à nous-mêmes. On a fini par l'attendre jusqu'à 13 heures. Du coup, on a dû manger notre déjeuner avant de prendre la route, vers 14h30. On est passé le chercher et on l'a réprimandé pendant tout le chemin. Il nous a fait perdre une demi-journée, si ce n'est la journée entière, car nous avons fini par arriver juste avant le coucher du soleil. On finira par ne passer qu'une nuit sur place, car nos parents, à qui l'on manque beaucoup, Abdel et moi, nous ont appelés pour rentrer. En effet, nos vacances ne durent qu'une semaine, et nous voulons profiter d'eux au maximum. Bref, on cherche un endroit où poser notre tente. Nous avions prévu un réchaud, des légumes, de la viande, bref, tout pour faire un bon repas au bord de la mer et oublier les cours et la maison hantée. Mais c'est les vacances et les plages sont pleines. On aurait aimé un endroit pas trop à l'écart, mais quand même assez calme. Mais impossible, il y a du monde partout et surtout trop d'enfants pour avoir du calme. Donc on s'éloigne de plus en plus, jusqu'à arriver à un endroit vraiment désert. On arrive à temps, avant que le soleil ne soit totalement couché, et on s'installe. Les uns s'occupent de ramasser du bois pour faire un feu, les autres de monter la tente, et Mehdi qui supervise le tout, car il ne sait rien faire de ses 2 mains. On réussit à tout préparer juste avant que la nuit ne tombe vraiment. C'est la première fois que je me sens aussi apaisée depuis très longtemps. L'air marin, le bruit des vagues, les amis, que demander de plus? Je dis aux garçons, allez venez,
On va tous prier en groupe la prière du Maghreb. En plus, on est au milieu de nulle part et au bord de la mer. Il faut qu'on se protège. Vous savez très bien ce qu'il y a la nuit dans la mer. Vous ne devinerez jamais ce que Abdelaziz va me répondre. Allez-y, priez, moi je dois passer un coup de fil à mes parents. Bah prions et tu les appelleras après, ça prend 5 minutes, lui répond Khalid. Non mais c'est bon, c'est urgent. Allez-y, priez sans moi. De toute façon, j'ai pas encore fait la prière de l'après-midi. Mais qu'est-ce que tu racontes? On a fait une pause sur la route tout à l'heure, exprès pour ça. Je pensais que tu l'avais fait. En plus, t'es le plus assidu d'entre nous avec la prière. Non, non, je n'avais pas mes ablutions et je voulais pas vous retarder. Je vous avais dit que son comportement avait changé. Mehdi et Khalid ont avalé ses excuses, mais pas moi. En plus, j'étais celui avec qui il passe le plus de temps, donc je remarque tous ces petits détails. Abdelaziz essaye d'esquiver la prière. Bref, on prie, le repas est prêt, et on mange. Il y a une très bonne ambiance et un temps magnifique. Puis vient le moment inévitable de tout feu de camp. Le moment où on commence à parler de choses étranges, flippantes. Bref, le paranormal quoi. On se met donc à parler de ça, surtout qu'on vit en ce moment un mystère, celui du vieux sorcier et de sa maison hantée. Mehdi est passionné par ce sujet, il nous raconte tout ce qu'il a pu vivre de paranormal ou les histoires qu'il a lues sur internet. Comme je vous ai dit, il est persuadé que les djinns sont actifs sur le dark web. C'est au tour de Khalid, qui nous raconte l'histoire de son grand-père, qui aurait vu Aïcha Kandisha. Puis Abdelaziz qui nous explique les choses paranormales qui se déroulent dans son village d'origine. Je les regarde, mais je m'égare dans mes pensées, en essayant de ne rien leur montrer. Je réfléchissais à ce qui avait pu arriver à Abdelaziz cette nuit-là dans les toilettes. Mais Khalid me sort de mes pensées. Regardez, regardez là-bas. Au loin, longeant la plage, un vieil homme marche en tirant son vélo. On a tout de suite pensé qu'il vendait du poisson, car il avait des corbeilles accrochées sur les côtés du vélo. Il s'approche de nous et nous salue. Salam tonton, assieds-toi avec nous si tu veux. Tu es le bienvenu et tu peux rester manger, lui dit Khalid. Je vous ai dit que ce garçon était très bien éduqué et généreux. Le vieux avait des vêtements assez abîmés. On voit bien qu'il est pauvre et qu'il doit sûrement travailler dur pour nourrir sa famille. Mais je ressens quelque chose d'étrange en le regardant. Un genre de charisme presque effrayant. Merci beaucoup, mon garçon. Vous n'êtes pas d'ici, je me trompe? Non, non, on est juste passé quelque temps pour les vacances. Bravo, tonton. À ton âge, tu travailles encore dur pour gagner ta vie? Eh bien, vous savez, l'argent ne tombe pas du ciel, mes enfants. On finit le repas, puis Mehdi lui demande. Alors, tonton, t'as mangé? Tu t'es reposé? Tu peux maintenant nous dire pourquoi tu es venu vers nous? Tu as besoin de quelque chose? Il ne lui répond pas et fixe Abdelaziz. Je les regarde tous les deux et mon cœur bat de plus en plus vite. Je suis comme étourdi par la scène, comme si j'étais droguée. Personne ne parle pendant un long moment. Et l'odeur nauséabonde qui tourne autour de nous est insoutenable. Mais on s'est dit que c'était le pauvre homme qui travaillait au milieu des poissons, donc c'est normal. Puis il pointa Abdelaziz du doigt. Votre ami, là, il ne lui reste pas longtemps. Hein? Comment ça, tonton? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Regardez ce qu'il se passe. Il se passe beaucoup de choses. Il faut regarder. Salam alaikum. Puis il s'en va. Cet homme est-il humain ou pas? On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aucun de nous n'oubliera cette nuit. Je leur dis, les gars, qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui vient de nous arriver? Je sais pas. Peut-être qu'il n'a pas toute sa tête. Abdelaziz, lui, n'a pas dit un mot pendant toute la scène. Et pour changer l'ambiance,
Khalid propose qu'on fasse un thé, qu'on rigole et qu'on passe à autre chose. On ne pourra pas dormir de toute façon. Et puis on dort assez déjà toute l'année. On peut bien faire une nuit blanche aujourd'hui. On demande alors à Mehdi où il a mis le thé, car c'est lui qui devait l'apporter. Et encore une fois, Monsieur Mehdi, sur qui on ne peut pas compter, l'a oublié dans la voiture. Voiture qui, je précise, est restée sur le bord de la route, car nous n'avons pas pu la descendre sur la plage, et il fait nuit noire. Je dis alors: mais tu ne nous auras été vraiment d'aucune aide aujourd'hui. Puisque c'est comme ça, va le chercher dans la voiture. Alors là, vous pouvez faire une croix sur le thé, car hors de question que j'aille tout seul à la voiture. Entre le vieux qui vient de passer, les histoires de genoux, tu peux toujours rêver. Mais t'es vraiment un gamin. Allez, viens, je t'accompagne. Arrivé à la voiture, je me dirige vers le coffre. Je suis donc face au coffre, et Mehdi est debout à ma droite, bien dans mon champ de vision. Mais vous ne devinerez jamais ce que j'ai vu, debout, devant la voiture. Le temps de me tourner vers Mehdi pour lui dire de regarder, plus rien. Est-ce que c'est bien la femme que j'ai vue dans la maison hantée? Ou alors est-ce que j'ai rêvé? Je ne savais plus quoi penser. J'ai refermé la voiture et on est retourné avec les autres. Je n'ai rien dit aux garçons, car je ne voulais pas les effrayer, mais c'était une grosse erreur. Arrivé sur la plage, je leur dis que je suis épuisée et que je vais aller dormir. Mais t'es sérieux? C'est toi qui nous as cassé la tête pour venir camper et là tu veux aller dormir? Impossible, me dit Abdelaziz. Désolée, je veux pas vous gâcher la soirée, mais je suis mort de fatigue. Je ne tiens plus. Si tu vas dormir, on voyagera plus jamais avec toi, ajoute Khalid. Je n'avais pas vraiment sommeil, mais je voulais me poser et remettre mes idées en place. Je suis persuadée d'avoir vu la même ombre de femme que dans la maison. Les garçons ont tellement insisté que j'ai fini par céder et rester avec eux. Et c'est la meilleure décision que j'ai prise. On a fini la soirée à rire et à se changer les idées. On n'a même pas senti à quel moment on s'était endormi. Mais le lendemain matin, comme d'habitude, on se réveille au son des problèmes. Mais vous devez être habitués comme moi. Je pense qu'on les attire. C'est les gendarmes qui nous réveillent. Que faites-vous ici? On n'arrive même pas à ouvrir les yeux tellement on s'est couché tard. Ils ont dû voir la voiture sur le bord de la route et chercher à qui elle appartenait. Khalid leur explique qu'on est juste venu camper entre amis ici. Vous ne savez pas que c'est interdit le camping sur cette plage? Surtout la nuit, c'est très dangereux, à plein de niveaux. Vous avez eu de la chance de ne pas tomber sur des voleurs dangereux ou d'autres choses plus étranges. Vous vous droguez pas au moins? Non, monsieur l'agent, ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas de ce genre-là. On voulait juste se changer les idées avec le stress des études et tout ça. Vous comprenez bien? Ok, montrez-moi vos papiers d'identité. Je vous le répète, vous avez eu beaucoup de chance car c'est très dangereux par ici. On aurait pu même vous tuer sans que personne ne vous entende. Même les gens du coin n'osent pas s'aventurer ici la nuit. Personne ne passe par là. Jamais. C'est là que j'ai repensé à l'homme d'hier soir, qui passait en vélo. J'étais déjà sûre qu'il ne s'agissait peut-être pas d'un humain, mais les gendarmes ne font qu'appuyer cette théorie. Bref, ils ont bien vérifié nos identités et sont restés avec nous jusqu'à ce qu'on ait rangé tout dans la voiture et pris la route. C'est la dernière fois que je fais un plan avec vous. À chaque fois, ça finit mal. Mais c'est bon, pourquoi tu t'énerves? On rentre de toute façon et Abdel et toi, vous irez prendre la route pour aller chez vos parents. On arrive en ville, puis on dépose Abdelaziz et Mehdi. On les reverra dans quelques jours. Khalid et moi retournons chez lui. Je ne partirai chez mes parents que le lendemain. Les jours se passent normalement. Je n'ai rien raconté à ma famille. Quand ils me demandent après la maison, je leur dis que tout s'y passe bien. Tout est normal. À mon retour, Abdel est déjà là. Je ne sais pas pourquoi il est revenu plus tôt. Lui qui ne se lassait jamais de ses parents.
Mais bref, à mon retour, je ne pouvais pas retourner chez Khalid et encore embêter sa famille. Il fallait que je retourne chez le sorcier. J'ai demandé à Mahdi et Khalid de passer la nuit avec moi, mais ils avaient tous les deux un empêchement. Abdelaziz, mon dernier espoir, me dit qu'il sort avec des amis ce soir et qu'il ne peut pas. Comment ça, des amis? Khalid et Mahdi ne sont pas disponibles aujourd'hui. Non, non, pas eux. Des amis que vous ne connaissez pas. Bizarre. Il ne connaît personne d'autre ici. Mais bon, ok. Je vais passer la nuit seule chez le vieux. Je rentre et je ne croise personne. Je vais dans ma chambre pour ranger toutes mes affaires quand Khalid m'appelle au téléphone. C'est la manoir. Désolée de ne pas pouvoir passer la nuit avec toi aujourd'hui. T'inquiète, c'est rien. Il faut que je prenne l'habitude de rester tout seul, de toute façon. Et j'ai la protection d'Allah, je n'ai rien à craindre. Bon, de toute façon, c'est pas pour ça que je t'appelle. Tu sais pourquoi Abdelaziz est revenu plus tôt de chez ses parents? Non, pas du tout, pourquoi? Il s'est disputé avec eux. Une dispute très violente. Donc il est revenu ici. Et accroche-toi bien pour la suite. Hier, il a passé sa soirée avec Nabil. Et en plus, il ne prie même plus. Pardon? Depuis quand Abdelaziz fait des soirées? Et en plus avec Nabil par-dessus ça. J'ai remarqué les changements chez lui depuis la nuit où il hurlait dans les toilettes. Et je trouve qu'il a beaucoup changé, mais je voulais rien dire avant d'être sûre, pour ne pas vous alarmer. Bon, on va passer chez toi, Mahdi et moi, pour discuter de tout ça, même si on peut pas passer la nuit avec toi. J'étais choquée. Abdel et Nabil, c'est impossible. Mahdi et Khalid passent chez moi, pour me raconter tous les détails. Ils ont l'air encore plus choqués que moi. Bon, pourquoi c'est moi le dernier à savoir tout ça? Nous aussi, on a appris ça ce matin. Tu sais à qui il a raconté sa vie? Sa dispute, tout ça? À Nabil. Tu sais comment est Nabil, il ne la ferme jamais, donc il a tout répété à ses amis. Comme je vous l'ai dit plus tôt, Mehdi est un hacker. Et quand j'ai eu des problèmes avec Nabil, je ne sais pas comment il s'est débrouillé, mais il a piraté le téléphone d'un de ses amis. Et c'est comme ça qu'il a tout découvert aujourd'hui. Bref, ils s'en vont, et les problèmes de Abdelaziz m'ont fait même oublier l'endroit où j'allais passer la nuit seule. Si je le vois, je vais l'attraper par sa barbe, s'il ne l'a pas déjà rasée. Le soir même, ma mère m'appelle pour demander si j'étais bien arrivée. Je prends l'appel sur la terrasse. Et pendant que je lui parlais, j'entendais comme une respiration derrière moi. Comme quelqu'un qui avait couru et qui était essoufflé. Ce bruit se rapproche de plus en plus. Mais je me suis dit que ça venait peut-être du téléphone. Après avoir accroché, je regarde partout. Et il n'y a rien. Je me penche par la terrasse pour voir le jardin en bas. Et j'entends. Si tu ne sors pas de cette maison, tu vas le regretter. On va te faire vivre l'enfer. J'ai bien entendu. Mais d'où vient cette voix? Est-ce qu'elle s'adresse à moi? Peut-être que c'est quelqu'un derrière le mur de la villa qui parle. Mais non, c'est vraiment très proche. C'est bon. Cette maison est vraiment hantée. J'ai des sueurs froides et la chair de poule. Je me dirige vers la porte de la terrasse pour redescendre dans ma chambre, mais elle se claque fort juste devant mon nez. Je la rouvre et descends en courant m'enfermer dans ma chambre et réciter du Coran toute la nuit. Tellement longtemps que je me souviens même plus de m'être endormie. Et même pendant mon sommeil, je vois des choses étranges. Je rêve de créatures vraiment très flippantes. À mon réveil, j'appelle Abdelaziz et lui demande de venir immédiatement. Pourquoi? Quelque chose ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? S'il y a encore une once d'amitié entre nous, viens tout de suite s'il te plaît. Et en effet, moins d'une demi-heure plus tard, il est là. C'est quoi ce plan avec Nabil? Et depuis quand tu te disputes avec tes parents, toi? Et depuis quand encore tu traînes le soir? Mais non, rien. Je voulais juste me changer les idées et j'ai croisé Nabil par hasard.
Et il m'a proposé de passer la soirée avec lui, c'est tout. Et mes parents, ils sont trop sévères avec moi. J'en peux plus, ça m'étouffe. En le regardant parler, je me demande si c'est bien mon ami Abdelaziz. Lui qui était si pieux, qui me reprenait quand je sortais du droit chemin, qui invoquait Allah dans toutes ses actions. Je ne le reconnais pas du tout. On dirait même qu'il est devenu athée. Et moi, t'as pensé à moi? À cause de qui je dors ici dans cette maison tout seul? C'est pas à cause de Nabil? Si tu veux te changer les idées, appelle-moi. Vide ton sac. On est amis, non? Et tu me dis que t'as d'autres amis à voir en me laissant passer la nuit seule ici avec le sorcier et toutes ces choses bizarres? Mais n'importe quoi, y a rien de ces histoires à dormir debout. En plus, on n'a aucune preuve de l'existence des djinns. J'ai dormi ici plein de fois et j'ai jamais rien vu. Est-ce que c'est le même Abdelaziz qui me disait de faire attention à cette maison depuis le premier soir? Bref, peu de temps après, les deux autres garçons arrivent. Et ils font passer un interrogatoire à Abdel. On en est même venu à le gifler pour essayer de le réveiller, mais rien n'y fait. Comment peut-on changer autant du jour au lendemain comme ça? Mais on était très loin de savoir ce qui lui était réellement arrivé. La nuit tombe et Abdelaziz reste avec moi. Je réfléchis à ce que je peux faire car j'ai l'impression d'être seule. Lui est là sans vraiment être là. Il scrolle sur son téléphone. Je prends la décision que quand j'entendrai le vieux sortir, j'irai m'assurer de ce qu'il y a dans la chambre qu'on a ouverte l'autre jour. Vers 23h, j'entends la porte d'entrée. Et sans dire un mot, je descends. Je me rends donc dans la fameuse chambre. Il y a toujours l'encens horrible qui brûle, de la sorcellerie partout par terre. Seule différence, c'est qu'il n'y a plus d'album photo, mais un livre qui est posé à côté de l'encensoir. Je décide de l'ouvrir, et c'est peut-être la pire décision de toute ma vie. Il y a des talismans dessinés, plein de mots incompréhensibles. Mais par-dessus tout ça, des versets du Coran. Je feuillette le livre quand j'entends des pas derrière moi. J'ai failli m'évanouir de peur avant d'entendre la voix de Abdelaziz. « Anouar, qu'est-ce que tu fais là ?» me dit-il devant la porte. Je l'attrape par le bras, referme la porte et remonte dans la chambre. « Qu'est-ce que tu faisais dans cette chambre? Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu m'as bien dit que tu croyais pas à tout ça. » « C'est pas la question. Pourquoi tu fouilles dans les affaires des gens? C'est mal poli. » « Mais qu'est-ce qui t'arrive? Avant les vacances, t'avais un discours et là, t'as un discours totalement différent. » Bref, à ce niveau-là, les débats sont inutiles. Je me suis assurée que c'était bien de la sorcellerie et que le vieux est bel et bien un sorcier. Il ne me reste maintenant que le mystère de ce qu'il enterre dans le jardin. J'attendrai d'être seule et que tout le monde dorme pour aller faire fouiller là-bas. Abdel est allongé sur le téléphone et je me dis « Regarde, il est ici depuis tout à l'heure et il n'a fait ni ablution ni prière. On dirait qu'il a carrément coupé sa relation avec Dieu. » Mais je ne voulais pas le juger si vite. Je connais mon ami et comment il est dans le fond. Le fait qu'il ait changé si radicalement n'est pas normal. Bref, on discute, on rigole et je n'aborde pas ce sujet avec lui pour ne pas le gêner. Quand je sens qu'il est endormi, je sors de la chambre doucement. Je regarde par la rambarde des escaliers et par chance, le vieux n'est pas assis dans la salle de bain comme à son habitude. Je réussis donc à sortir dans le jardin et j'essaye de me rappeler d'où on le voyait creuser. Je déplace la terre avec mes pieds au dernier endroit où on l'a vu enterrer quelque chose. Mais je suis surpris par ce que je vois. Je continue à un deuxième endroit, puis un troisième, et je suis de plus en plus surpris. Avant de réaliser ce que j'ai sous les yeux, j'entends le hurlement de Abdelaziz. Je remonte en courant et je le trouve au sol, devant les toilettes de la salle du premier. Il est dans un état d'horreur et de choc indescriptible, pire que la première fois. J'entends alors une des portes de l'étage s'ouvrir. C'est Hassan.
avec un regard des plus menaçants. Je me suis dit que ça y est, c'en était fini de nous.